Au petit jour, lorsqu'il t'en coûte de t'éveiller, aie cette pensée à ta disposition. C'est pour faire œuvre d'homme que je m'éveille. Serais-je donc encore de méchante humeur si je vais faire ce pourquoi je suis né? Et ce en vue de quoi j'ai été mis dans le monde? Ou bien ai-je été formé pour rester couché et me tenir au chaud sous mes couvertures? Mais c'est plus agréable. Es-tu donc né pour te donner de l'agrément? Et, somme toute, es-tu fait pour la passivité ou pour l'activité? Ne vois-tu pas que les arbustes, les moineaux, les fourmis, les araignées, les abeilles remplissent leurs tâches respectives et contribuent pour leur part à l'ordre du monde? Et toi, après cela, tu ne veux pas faire ce qui convient à l'homme? Tu ne cours point à la tâche qui est conforme à la nature? Mais il faut aussi se reposer. Il le faut, j'en conviens. La nature cependant a mis des bornes à ce besoin, comme elle en a mis au manger et au boire. Mais toi pourtant, ne dépasses-tu pas ces bornes? Ne vas-tu pas au-delà du nécessaire? Cette pensée de Marc Aurèle a été écrite au IIe siècle après Jésus-Christ, il y a plus de 1800 ans. Et pourtant, à qui ce n'est jamais arrivé aujourd'hui de se laisser enivrer par la chaleur de ses couvertures au début de mars, de repousser à demain ce dossier qu'on doit envoyer, cette dissertation qu'on doit terminer, cet appel qu'on doit passer, demain j'arrête, ou plutôt demain je commence. Après un incendie, une grenouille et un scorpion se retrouvent au bord d'une rivière. Ils veulent tous les deux traverser, évidemment le scorpion ne peut pas le faire puisqu'il ne sait pas nager. Donc il demande à la grenouille si elle peut le prendre sur son dos. La grenouille le regarde et lui dit « Non, bah non, je vais pas te prendre sur mon dos, je te connais, si je te prends sur mon dos, tu vas me piquer, c'est évident. » Le scorpion lui répond « Mais j'ai aucun intérêt à te piquer. Si je te pique, on coule tous les deux, j'ai aucun intérêt à faire ça. » Donc la grenouille est convaincue et la traversée commence. Arrivé au milieu de l'eau, le scorpion pique la grenouille. Les deux commencent à couler et la grenouille demande au scorpion « Mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? T'es malade, t'es bête, on va tous mourir. » Et il lui répond « Je suis désolé, c'est dans ma nature. » Peut-être que la raison pour laquelle on s'identifie à l'expérience de Marc Aurèle, c'est que cette tendance à repousser les choses difficiles est ancrée en nous de façon tellement profonde que c'est presque de l'ordre de l'instinct primaire, c'est presque ancré dans notre nature. Dans les années 70, des chercheurs ont popularisé la théorie du cerveau triunique, en expliquant que, au fil de l'histoire, plusieurs cerveaux se seraient greffés les uns sur les autres. D'abord un cerveau reptilien, un cerveau paléomammalien et ensuite un néocortex qui est aujourd'hui considéré comme étant responsable de l'esprit critique, de la réflexion, de la rationalisation. Et à l'autre bout de la chaîne, un cerveau reptilien qui est responsable de la survie de l'espèce, de la peur, de la faim, de la soif et du sexe. On a donné un nom à cette tendance à repousser les tâches, on l'appelle procrastination, de la racine latine procrastinatio, qui veut dire la tendance à ajourner. Et donc la procrastination, ce serait notre cerveau reptilien qui nous préviendrait du danger à l'idée de devoir faire une tâche complexe ou difficile. La procrastination, c'est devenu le mal du siècle, à combattre en toutes circonstances. Et on a donné une solution pour la combattre, l'autodiscipline, avec comme modèle le super-héros du XXIe siècle, l'entrepreneur dynamique et volontaire. Pour vaincre la procrastination, c'est très simple. La discipline, ce serait comme un muscle, plus on la fait fonctionner, et moins la procrastination prendrait de place dans notre vie. On nous a laissé penser que la procrastination était construite sur une partie primitive de notre cerveau, qu'il suffisait de la balayer pendant un moment pour s'en débarrasser à tout jamais. Mais je crois que c'est mal connaître notre ennemi, et je pense que la notion de procrastination n'est peut-être pas suffisante. Et comme je suis sur ma chaîne YouTube et donc sur mon territoire, je déclare l'ère de la procrastination terminée. La procrastination est morte, vive la résistance. Steven Pressfield était un écrivain raté, ce qu'on appelle un écrivaillon dans le milieu. Il est né en 1940 à Trinidad et Tobago, et ensuite il va passer son diplôme universitaire en 1965 aux États-Unis. Jusqu'en 1995, la date où il va voir son premier roman publié, il va survivre comme il pourra, vivre de petits boulots parfois, vivre parfois misérablement, et il va attendre donc 30 ans pour pouvoir vivre de ses écrits. En 2002, il publie un bouquin intitulé The War of Art, où il reprend le fameux titre du bouquin de Sun Tzu, L'art de la guerre. Dans ce livre, il met le doigt sur la raison qui l'a empêché de se réaliser plus tôt en tant qu'écrivain.
Il l'appelle la résistance. La résistance touche toutes les activités qui impliquent des haltères, un balai, une tondeuse, un stylo, un instrument de musique, des gants, un journal, une toile vierge, un livre de plus de 300 pages et des choux de Bruxelles. En soi, vous me direz, c'est la même chose que la procrastination. Et je vous dirais, vous avez raison, en soi c'est très similaire. C'est cette petite voix qui nous dit « Non, tu ne vas pas arrêter de faire du sport à tout jamais, mais par contre t'en feras demain, tu seras un peu plus en forme. » Le problème, c'est qu'avec la procrastination, on a dit plusieurs choses. Et notamment que c'était une partie primitive de notre cerveau qui nous contrôlait, et encore qu'il suffisait d'être discipliné pour la faire disparaître à tout jamais. Le concept de résistance de Steven Pressfield permet de se donner une représentation plus juste de cette tendance qu'on a tous à ajourner les choses, à repousser au lendemain les choses qu'on n'a pas envie de faire. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que en connaissant mieux son ennemi, on arrive mieux à le combattre. C'est d'ailleurs une idée clé de l'art de la guerre de Sun Tzu. La première chose qu'on doit dire, c'est que la résistance est bien plus intelligente qu'un instinct primaire qui viendrait juste exciter notre cerveau reptilien. C'est peut-être vrai pour un poulet, qui n'a qu'un cerveau reptilien, un peu comme un dinosaure, mais en ce qui concerne l'être humain, même les parties les plus intelligentes de notre cerveau, le néocortex en particulier, vient participer à l'élaboration d'excuses fines, complexes, très subtiles. Par exemple, je ne vais pas écrire ce soir, j'ai une longue journée de travail, en plus je dois me lever tôt demain, il faut que je m'occupe des enfants, ça ne me semble pas du tout être des excuses idiotes. Et pourtant, cette petite voix, dans ces moments-là, ne nous dit pas qu'on peut surmonter ces difficultés, que, pour ne prendre qu'un seul exemple, Tolstoï a écrit Guerre et paix alors qu'il avait 13 enfants. La résistance nous propose toujours des arguments valables. Elle se nourrit de la rationalisation, de la justification permanente et rationnelle de notre petite volonté. Et il ne faut pas oublier que c'est un mécanisme utile qui nous permet de continuer à vivre en bonne compagnie avec nous-mêmes pendant tout le temps où on n'agit pas. C'est un peu comme si on avait tout le temps deux chemins qui s'offraient à nous. Le chemin de l'action avec tous les bénéfices qu'on pourrait en tirer sur le long terme et de l'autre côté, un autre chemin où on se dit « bon, de toute façon, si tu le fais pas, il n'y a pas mort d'homme, hein. C'est pas grave. » La deuxième chose à dire, c'est qu'on ne vainc pas la résistance. Plus on la combat, plus on lui résiste et plus elle prend des formes nouvelles. Exemple, au moment de t'asseoir à ton bureau, tu réalises, comme de par hasard, que tu n'as plus rien dans ton frigo, qu'il faut que tu ailles faire les courses. Ça peut même prendre la forme d'une corvée que tu n'as absolument pas envie de faire, mais qui va te permettre de gagner 5 minutes sur ce travail auquel tu résistes. Pour donner une image simple, on pense un peu moins à sortir les poubelles quand on regarde une série que quand on doit se mettre à travailler. La résistance, c'est la force la plus nuisible qui se dresse entre la personne que nous sommes aujourd'hui et nos rêves les plus fous. Et le paradoxe, c'est que quand on a réalisé qu'on s'en débarrasserait pas, qu'il va falloir qu'on vive avec, c'est là qu'on peut envisager des solutions de long terme pour la reconnaître et la combattre. Et comment est-ce qu'on la combat? D'abord, on change de mentalité. On n'est pas des amateurs, on est des pros. Amateur vient de la racine latine amator, celui qui aime. L'amateur pratique quand il aime pratiquer, quand il a envie de pratiquer. Il pratique le week-end, par exemple. Pour lui, c'est un petit peu comme une récréation pour un enfant. Et la résistance adore l'amateur, mais il n'y a rien de pire pour elle que lorsqu'on devient pro. Le pro ne se dit pas « j'ai pas envie d'aller au travail aujourd'hui, j'irai demain ». Il travaille tous les jours. Le pro ne se dit pas « je suis un peu fatigué aujourd'hui, j'ai pas très envie d'aller au travail ». Il va au travail fatigué ou reposé. Le pro ne se dit pas « ah, je suis à court de Nutella, j'ai des courses à faire, j'irai un peu plus tard au travail ». Il arrive à l'heure. Le pro ne se dit pas « oh, c'est un peu long, là j'ai envie de rentrer chez moi ». Il travaille jusqu'à ce que sa journée de travail soit terminée. Le pro ne s'attache pas trop à son travail. Il met une distance entre sa fonction et sa vie privée. Et résister à la résistance, c'est un peu comme résister à ces opérateurs téléphoniques qui nous appellent entre midi et 2. Si on dit ne serait-ce que bonjour, on est mort. Il n'y a pas de mystère, on devient pro ou pas. Et c'est évident, si on demande à notre cerveau s'il a envie de faire des choses complexes et difficiles, évidemment il nous répond d'aller nous faire foutre. Aussi, avoir la mentalité du pro, c'est pas toujours équivalent à une recherche de profit. Ça peut juste vouloir dire aller à l'entraînement, qu'on ait envie d'y aller ou pas. Et si vous avez n'importe quelle aspiration artistique, c'est essentiel d'avoir cette mentalité du professionnel, de pratiquer pas seulement quand vous avez envie de pratiquer. En ce qui me concerne, j'ai commencé la photographie à peu près au même moment où j'ai lu pour la première fois le bouquin de Steven Pressfield. Je savais à peine me servir d'un appareil photo. 3 mois après, je gagnais un concours photo dans un magazine national. Pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, c'est peut-être rien du tout même, mais pour moi à l'époque c'était quelque chose d'énorme et ce prix je le dois à une seule chose, à cette capacité à faire taire la résistance qu'il vente, qu'il pleuve et qu'il neige. Et je vous souhaite vraiment de réaliser à quel point elle est vicieuse, à quel point elle s'infiltre dans notre vie sous des formes différentes parce que la plupart des gens
finissent par baisser la garde, finissent par penser qu'à force de s'installer tous les jours devant une page blanche, leur livre finira par s'écrire tout seul, qu'à force de pratiquer leur instrument de musique, ça deviendra de plus en plus facile. Mais tant mieux si ça devient plus facile pour vous. Mais il faut savoir que ce n'est pas censé devenir plus facile. C'est censé rester difficile et c'est normal que ça le soit. C'est pour ça qu'adopter la mentalité du professionnel à l'égard de tous les projets qui comptent pour nous est plus qu'essentiel. Et je vous souhaite vraiment que votre dernière pensée de la journée soit pour la résistance, parce que je peux vous garantir une chose, c'est qu'elle vous attend au pied du lit dès demain matin.